Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui autour d'un point lecture. Donc ce sont toutes les lectures que j'ai faites la semaine passée et la semaine précédente aussi, plus un livre que je viens de terminer à l'instant. Je me suis dépêchée de le finir pour pouvoir en parler aujourd'hui. Il y aura dans ce point lecture deux ouvrages que je n'ai pas sous la main. Un parce que je l'ai prêté à mon papa hier et l'autre parce que je le retrouve pas. Je sais pas où il est, je viens de le chercher partout et impossible de remettre la main dessus. Donc dans ce point lecture, on va parler de La Dame au manoir de Wildfell Hall. On va parler du tome 2 de, justement de Wild West. On va parler de Les Papillons. Je vous redirai les auteurs après. On va parler du tome 2 de Anna Caritas. De Lettres à toi qui m'aimes de Julia Thévenot. De La vie vue d'en bas de Stacy Lee. d'Ibério de David Zuckerman, et enfin de La Sentinelle du Petit Peuple de Carbone et alors aussi de Fornes et Barrow. Alors il y a plein de changements de luminosité aujourd'hui, donc il est possible que je parte dans toutes sortes de lumières différentes, mais voilà, il neige, il y a plein soleil, ça n'arrête pas de changer, je m'excuse d'avance. Alors on va commencer avec les deux que je n'ai pas sous la main. Donc on va commencer avec La Dame au manoir de Wildfell Hall. Donc celui-là on l'a lu dans le cadre de la lecture commune de l'Empoche Classique. Donc en fait c'est Mrs. Book Yarmouth qui a organisé en début d'année, je vous en ai déjà parlé, un challenge qui consiste à lire un classique par mois. Et donc pour le mois de mars c'était ce livre-ci. Donc c'est un roman de Anne Brontë. Ah mais je sais où il est! Je sais où il est, je l'ai déjà rangé dans sa boîte, je reviens. Donc voilà, en fait je l'avais rangé dans un super beau coffret, donc archi poche. Du coup il n'est pas dans mes livres de poche avec tous les autres livres de poche, il est rangé ailleurs, donc c'est pour ça que je ne le trouvais plus. Bref, ce roman, c'est l'histoire de Gilbert qui est un agriculteur prospère. Il vit dans une famille assez aisée, mais je ne sais même pas si on dit le nom de la ville. C'est en Angleterre, mais les villes sont censurées en fait dans ce roman, je sais pas trop pourquoi. Bref, c'est un truc qui se faisait apparemment souvent à l'époque. Donc, on va suivre Gilbert, qui commence à se dire qu'il se poserait bien, qu'il se marierait bien, et un jour il va rencontrer Hélène qui vient d'arriver avec son fils. C'est une mère célibataire dans un manoir qui a été inhabité pendant des années. Du coup, vu que cette jeune femme veuve, elle se dit veuve en tout cas, arrive avec un fils dans un manoir vraiment d'une manière un peu mystérieuse comme ça, elle va être au centre de énormément de ragots. C'est voilà, c'est l'époque, à l'époque le paraître compte énormément, il y a des certaines règles à suivre, si on les suit pas, si on dévie un petit peu de ce chemin vertueux, on est très vite la cible de ragots. Et donc Gilbert il va tomber éperdument amoureux d'Hélène qui elle ne va pas céder à ses avances, mais Gilbert va quand même continuer à essayer de conquérir Hélène et à comprendre pourquoi elle se refuse à lui alors qu'elle semble beaucoup l'apprécier, et il va tenter de sauver également sa réputation. Ce roman, je l'ai trouvé superbement bien écrit. Moi j'ai adoré la toute première partie avec Gilbert. En fait c'est un roman qui se divise en plusieurs parties. On a Gilbert qui écrit une lettre, mais la lettre la plus longue du monde à un ami, c'est quasi tout le roman en fait. Et dans cette lettre il va y raconter sa rencontre avec Hélène et un peu son quotidien. Et on va suivre à peu près, un peu moins de la moitié du roman je pense, le journal intime d'Hélène. Alors la partie sur la première partie avec Gilbert, dans les pensées de Gilbert, elle m'a passionnée. Il y en a pas mal dans le groupe de lecture qui n'appréciaient pas trop, parce que c'est très contemplatif en fait, mais moi j'adore ce genre de récit au 19e siècle où on est énormément dans les descriptions, dans la mise en place de cette ambiance un peu de l'époque, dans l'installation, la mise en place de la mentalité des gens. On prend le temps pour vraiment instaurer cette ambiance un peu chic mais à la fois complètement étouffante. Enfin voilà, c'est très... enfin, voilà, j'aime beaucoup ce genre de mise en place, mais c'est une époque que j'aime beaucoup et j'adore l'Angleterre, donc forcément moi ça m'allait parfaitement. Je détestais Gilbert au début, heureusement au fur et à mesure du roman il mûrit et devient un peu moins égoïste et égocentrique.
Par contre, au début, le journal intime d'Hélène m'ennuyait beaucoup parce que j'ai l'impression qu'on tournait en rond en fait. Mais finalement, au bout d'un moment, j'ai complètement accroché à l'histoire, et je me suis laissée complètement embarquer dans ce roman. Hélène, c'est une jeune femme qui est au final assez forte, qui ose dire le fond de sa pensée, qui se laisse imposer, mais qui au final est complètement bloquée par les mœurs de l'époque. Elle va prendre des tas de décisions qui semblent illogiques par rapport à son caractère, mais qui au final se comprennent parce que voilà, à l'époque, le paraître a énormément d'importance, les femmes étaient très limitées dans leur choix, dans tout ce qu'elles pouvaient faire au quotidien tout simplement, dans leurs relations avec les hommes. Et Hélène, elle va prendre pas mal de décisions aussi liées à sa dévotion. C'est une femme très croyante, la religion a un rôle très important dans son quotidien. Et voilà, on va en apprendre plus. Je vous dis pas trop l'histoire parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Mais c'est une histoire vraiment très... qui nous donne énormément d'informations au final sur le 19e siècle, sur l'Angleterre. Et puis surtout, c'est d'ailleurs j'ai lu par après que c'était le premier roman qu'on pouvait juger de féministe pour l'époque. Et c'est très féministe parce que vraiment l'autrice, donc Anne Brontë, qui a écrit ce roman aussi au 19e siècle, hein, je pense que les sœurs de Brontë c'est le 19e siècle je crois, était très en avance du coup sur son époque parce qu'à travers ce roman elle critique beaucoup la position de la femme, le fait qu'elle soit très limitée qu'elle soit très vite jugée, qu'elle ne puisse pas faire grand chose alors que son mari... lui a toutes les libertés, en fait, peut se comporter comme un salaud, etc. Enfin voilà, la différence entre les femmes et les hommes était vraiment incroyable et très triste. Et voilà, elle va remettre en cause tout ça, elle va aussi railler beaucoup les ragots, la facilité à laquelle les gens se prêtaient au jugement, et voilà, c'était vraiment un roman passionnant que je vous conseille vraiment. Si vous aimez les autres romans des sœurs Brontë. J'ai également lu le tome 2 d'Anna Caritas. Alors Anna Caritas, j'avais lu le tome 1 vers novembre, quelque chose comme ça. Et c'est un roman jeunesse fantastique, horrifique, qui m'avait beaucoup plu. J'avais lu l'année passée la trilogie de Catherine Franker, donc Elsie, et ici Anna Caritas, ça me fait beaucoup penser à Elsie, mais mieux écrit, mieux approfondi, on va plus loin dans les descriptions, on va plus loin dans les réflexions, et la plume est plus travaillée. Le tome 1 m'avait beaucoup plu, mais le tome 2 m'a passionné. Franchement, il était encore meilleur que le tome 1. Alors dans le tome 1, on a énormément d'éléments fantastiques. Ici, au final, dans le tome 2, il n'y a pas grand chose de fantastique en fait. Il y a quelque chose lié au tome 1, mais sinon, on est beaucoup dans le concret, on est dans des complots. Alors au final l'histoire, ce qui se passe, c'est assez gros. Je sais pas si vous avez vu la saison, c'est la saison 3 ou 4, je sais pas, une des saisons de Riverdale où ça part un peu dans tous les sens avec les parents, etc. J'avais abandonné Riverdale à ce moment là. Ici j'ai pas eu envie d'abandonner parce que ça m'a pas dérangé, c'était mieux construit que dans Riverdale. Et surtout, je lisais pas ce roman pour y chercher spécialement du concret. Alors que dans Riverdale, on est censé rester dans du concret, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, ici, le côté un peu gros, un peu too much de tout ce qui se passe ne m'a pas dérangée parce que voilà, je l'ai pris vraiment de manière... comme il me venait. J'ai pris ce roman comme il venait à moi et j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est un roman adolescent, c'est une plume au final assez simple, mais quand même qui n'est pas mauvaise du tout. Elle est quand même travaillée. Et voilà, je vais pas trop vous en dire plus parce que j'ai pas envie de spoiler le tome 1. On suit les mêmes personnages dans une autre histoire et qui ne se finit pas d'ailleurs. J'ai hâte de lire la suite parce que on finit vraiment en plein suspense. Je ne remercie pas l'auteur pour ça. Voilà, c'est un roman qui se lit en quelques heures, hein. Moi en un après-midi c'était fini. Et c'était, si vous cherchez un petit peu un roman qui peut vous faire frissonner, mais c'est pas, vous aurez pas peur dans ce roman, mais qui va un peu vous faire stresser, qui va vous faire angoisser, ou voilà, un peu palpitant. Jeunesse, hein, je continue à préciser, c'est très jeunesse. Celui-là est fait pour vous.
J'ai également lu et eu un énorme coup de cœur pour Les Papillons de Barcella. Alors, Les Papillons, c'est un roman écrit avec énormément de poésie, tout en musicalité. J'avais vraiment l'impression de lire une très longue chanson. Ça raconte l'histoire d'Alexandrin, un prénom très bien trouvé pour ce personnage, qui a perdu ses papillons, d'où le titre. Donc Alexandrin, il n'arrive plus à retrouver cette sensation, il n'arrive plus à tomber amoureux, il n'arrive pas à trouver la femme qui pourra lui faire vibrer les papillons dans son ventre. Jusqu'au jour où il va tomber sur Marie. Marie va complètement le bouleverser, le déboussoler, lui faire perdre la tête, et voilà, il va en tomber complètement amoureux, éperdument amoureux. Sauf que Marie, elle a une famille assez... Enfin, elle cache un secret en fait, et elle a une famille assez compliquée, ce qui va également compliquer du coup leur histoire d'amour, et je vous en dirai pas plus. Alors au tout début, j'avais un petit peu peur parce que Alexandrin tient des propos assez pas du tout féministes, on va dire, sur une femme. Il la critique par rapport à sa tenue, etc. Et j'avais un petit peu peur qu'on parte sur des préjugés d'hommes sur ce roman. Au final, ça va, ça passe... c'est juste l'espace d'un mini chapitre en fait. Et surtout, on est dans les pensées d'un personnage, donc ça décrit surtout la manière de voir d'Alexandrin qui heureusement va... Voilà, il a ce trait de caractère que du coup je n'aime pas chez lui, mais qui va évoluer à travers le roman au fur et à mesure qu'il va tomber amoureux de Marie, il va plus avoir ce genre de propos. C'est vraiment une très belle histoire. J'avais un peu l'impression de lire un conte pour enfants, vraiment c'était un univers très onirique, très merveilleux, très enchanteur, grâce à la manière de raconter de l'auteur en fait. C'était un vrai voyage, c'est une histoire très courte, on vit toute une histoire d'amour en quelques pages, et du coup j'avais vraiment l'impression de me retrouver enfant et qu'on me lisait un conte, une histoire d'amour entre un prince et une princesse, mais moderne du coup. C'était juste super beau. Je sais pas comment vous parler de ce roman pour vous... avec des mots justes en fait pour vous retranscrire toute la beauté de la plume de l'auteur, c'est vraiment une histoire mais qui m'a complètement conquise, et voilà, c'est un roman qui va me rester en tête, et en plus je l'ai reçu dédicacé, donc ça c'est un gros bonus. Donc vraiment merci à Benoît de Cherche Midi qui m'a conseillé ce roman parce que j'en suis tombée amoureuse. Ensuite, je viens de finir à l'instant Iberio de David Zuckerman. Alors, j'avais découvert David Zuckerman par son roman San Perdido, que j'avais adoré. Je partais les yeux fermés sur Iberio. C'est pas du tout le même genre d'histoire, pas du tout, du tout, du tout. Ici, on est dans une histoire... en fait, on va suivre une jeune femme, Mercedes, qui est espagnole et qui va immigrer en France avec son fils. Elle va se faire une place en tant que concierge, et voilà, on va la suivre un peu dans son quotidien. Et en parallèle, on va suivre Ezra, qui est un peintre. Ils sont tous les deux dans un immeuble très chic de Paris, et donc Ezra habite dans cet immeuble, et donc c'est un peintre qui n'a jamais fait une grosse carrière, mais qui a fait quand même une assez belle... qui a réussi à se faire quand même un nom, au point d'être quand même très aisé financièrement, d'être très à l'aise pour pouvoir vivre dans un très bel appartement parisien. Ezra va tomber amoureux de Mercedes, il va être passionné par elle, il va être conquis par sa beauté, parce que Mercedes est très très belle, et du coup il va vouloir la peindre. Je vous en dis pas plus. C'était un roman très sensuel, également très sexuel. Il y a énormément de descriptions de corps, en fait on est énormément sur des descriptions physiques de personnages. Alors l'auteur a une petite obsession pour les seins, je dois le dire. Il y a énormément de descriptions sur les seins de Mercedes, un peu trop à mon avis. Mais à part ça, c'est un roman que j'ai énormément aimé. David Zuckerman, il a l'art de raconter des histoires en fait. On part sur un roman où au final il se passe pas tellement de choses. On est vraiment dans le quotidien de Mercedes, dans le quotidien d'Ezra, dans le quotidien d'Iberio, donc le fils de Mercedes. Et c'est vraiment une bête histoire parisienne, enfin voilà, c'est ce qui leur arrive, leur quotidien, c'est vraiment banal en fait.
Enfin oui, banal. Mais on arrive quand même à se passionner parce que les descriptions de David Zuckerman sont juste mais sublimes. J'adore la manière qu'il a de raconter, on a vraiment l'impression de vivre ces mots, de sentir tout ce qu'il nous raconte, de vraiment, je sentais les cigarettes qu'Ezra fumait, j'étais enivrée par tous les vins, voilà, c'est vraiment un artiste, hein, donc alcool, cigarette, c'est le cliché un petit peu de l'artiste. J'avais vraiment l'impression de rentrer complètement dans l'histoire parce que David Zuckerman a une plume très immersive et qui parvient à nous embarquer complètement, à nous laisser prendre par une histoire tout à fait banale. Après, il y a des choses, il y a des révélations, etc. qui ne sont pas quotidiennes, hein, clairement, mais je veux dire, au final, ce qui s'y passe, c'est voilà, c'est l'histoire d'habitants d'immeubles qui n'ont rien d'extraordinaire en soi. Et il y a un personnage qui m'a fait beaucoup rire, c'est Madame Chanterelle, je sais plus. Bref, c'est une veuve qui vit dans cet immeuble et qui... c'est la mégère de l'immeuble, quoi. C'est vraiment Madame Rago, c'est vraiment la Pétunia de Harry Potter de l'immeuble qui doit tout fouiller pour savoir toutes les petites histoires des gens de l'immeuble. Et ce personnage se met dans des situations mais les plus rocambolesques et elle m'a beaucoup fait rire. Mais bref, voilà, c'est un roman que j'ai beaucoup apprécié, moins que San Perdido parce qu'on n'a pas ce côté... historique, enfin San Perdido c'est un roman vraiment à part. Ici on a vraiment une histoire complètement différente. Mais voilà, c'est une très belle histoire, remplie de désirs charnels, de cynisme, c'est une histoire avec des personnages surtout très forts. Évidemment, vu qu'on est dans le quotidien de ces personnages, on a le temps vraiment de s'attacher à eux et de se faire un avis sur eux. J'ai adoré Mercedes, qui est une femme qui sait ce qu'elle veut et elle ne flanche pas. Elle se dédie à 100% à son fils pour qu'il parvienne à se faire un meilleur avenir qu'elle. On dénigre un petit peu la fonction concierge dans ce livre, hein, mais voilà, elle veut qu'il ait un meilleur emploi qu'elle, qu'il ne soit pas que concierge. Mais c'est une femme vraiment qui reste figée sur ses idées, qui ne veut pas d'homme dans sa vie et qui ne se laisse pas séduire, qui ne flanche pas et elle se laisse pas marcher sur ses pieds, elle arrive à imposer ses règles et j'ai trouvé ce personnage vraiment super impressionnant. Et à côté de ça on a Ezra qui lui est rempli de défauts. C'est un personnage vraiment, comme je vous disais, le cliché de l'artiste qui a un train de vie très mauvais, il dort pas beaucoup, il boit, il fume, et voilà, c'est un personnage vraiment qui cède à ses pulsions, qui est, enfin voilà, un personnage rempli de défauts, mais qui est malgré tout touchant en fait, parce qu'on est complètement dans ses pensées, et cette tendresse qu'il a pour Mercedes est très belle, très jolie. Voilà, c'est un roman que j'ai beaucoup apprécié, notamment pour ses personnages et que je vous conseille vraiment. Un autre coup de cœur, je crois que je l'ai mis 19 sur 20 sur Livre Addict, c'est La vie vue d'en bas de Stacey Lee. Celui-là, j'en attendais pas spécialement grand chose en fait, et au final je suis vraiment contente de l'avoir sélectionné dans le programme de Page Turner, donc c'est publié chez Milan, parce que j'ai eu une grosse claque en lisant ce roman. Alors ici, en fait je vous mets les romans de travers depuis tout à l'heure, je suis désolée. Ici, on est à Atlanta en 1890. On est plusieurs dizaines d'années après la guerre de sécession. Après la guerre de sécession, les esclaves noirs ont été libérés, tout simplement. Donc l'esclavagisme a été aboli. Et du coup, les blancs devaient trouver des remplaçants pour cultiver leurs champs, particulièrement dans le sud. Du coup, de là va arriver une vague de Chinois qui vont remplacer ces noirs dans les champs et qui vont ne pas avoir presque pas de droits en fait. Ils vont être très mal vus, ils vont subir énormément de racisme, ils vont pas mieux être traités que les esclaves noirs de l'époque. Et j'ai été vraiment surprise d'apprendre à quel point leurs droits étaient moindres, à quel point leur vie était limitée. Il y a plein de choses qu'ils pouvaient pas faire et c'est hallucinant quoi. Vraiment j'ai été hallucinée par tout ce que j'ai appris dans ce roman. On va suivre Jo Kwon,
qui elle du coup est une chinoise, mais elle est née aux États-Unis. Malgré tout, elle ne peut pas obtenir la nationalité américaine parce que bah voilà, l'administration a décidé que les conditions n'étaient pas remplies. Et du coup, elle va tenter de se faire une vie malgré toutes les limites qui s'imposent à elle. Elle va d'abord travailler chez une chapelière, c'est comme ça qu'on l'appelle. Oui, je pense que c'est une chapelière. Enfin voilà, elle fait des chapeaux. Je pense que c'est chapelière. Elle va se retrouver virée sans raison, notamment parce qu'elle est chinoise, alors que son travail est vraiment... Enfin, elle est très douée dans ce qu'elle fait. Et du coup, elle va essayer de se faire une place autrement. Je vous dis pas trop comment, bah, c'est un petit spoiler, mais on le devine très facilement, mais voilà, je préfère ne pas me faire insulter en commentaire. Et alors, Jo Kwon, en fait, elle vit avec son père adoptif, dans une cave, en dessous d'une imprimerie. Donc en fait c'est la demeure d'une famille et au premier étage, enfin pas au premier étage, au rez-de-chaussée, ils ont leur imprimerie et donc juste en dessous, Jo vit avec son père adoptif. De manière complètement illégale, cette famille ne sait pas du tout qu'ils vivent en dessous de chez eux, c'est une cave, un sous-sol caché en fait. Et du coup elle vit avec ce père adoptif dans cet endroit sombre, caché, et c'est super triste quand je vois c'est très lugubre quoi. Quelle horreur de vivre dans un endroit pareil. Et en fait ce roman est bouleversant. Bouleversant par tout ce que j'y ai appris. Enfin vraiment on nous dépeint l'Amérique du Sud ici parce que l'Amérique du Nord était quand même beaucoup plus libérée à l'époque, mais bon voilà, l'Amérique du Sud, pas l'Amérique du Sud latine, hein, le sud de l'Amérique, voilà pardon, le sud de l'Amérique après la guerre de sécession. Et on voit les mentalités, on voit à quel point la vie peut être dure pour les personnes qui ne sont pas blanches. C'est vraiment... c'est un roman qui vous prend aux tripes avec des personnages, mais Jo m'a touchée, mais enfin vraiment c'est une jeune femme qui malgré tout ce qu'elle peut subir, tout le racisme qu'elle peut subir, tout le rejet, elle n'a jamais connu que le rejet toute sa vie, arrive malgré tout à se créer un chemin, à répondre aux gens, à réussir à s'imposer, voilà, elle a son caractère, elle ose s'exprimer et elle se laisse pas marcher sur les pieds et elle parvient vraiment à garder un certain optimisme par rapport à sa vie, à être très ambitieuse. Elle est mordante, acerbe. C'est un personnage vraiment que j'ai beaucoup apprécié et qui fait beaucoup pour ce roman. Il y a quelques secrets qui sont cachés. Moi je l'ai lu de manière très naïve, cette histoire. Et du coup j'ai pas cherché à découvrir les secrets, ce qui fait que j'ai été vraiment très étonnée. Je pense que ça peut se deviner, hein, mais j'ai été très étonnée par plusieurs révélations qui aussi jouent un grand rôle sur cette histoire et qui sont très percutantes. Donc voilà, c'est un roman vraiment que j'ai beaucoup aimé et que je vous conseille vraiment que vous soyez, parce que c'est un roman young adulte, jeunesse, c'est young adulte je pense, peu importe l'âge que vous avez, je pense que ce roman, il est vraiment très bien écrit et il peut être lu facilement par les adultes. J'ai également lu Lettre à toi qui m'aime de Julia Thévenot, donc l'autrice de la saga célèbre, enfin pas de la saga, du livre célèbre Bord de terre, c'est un one-shot. Alors c'est édité chez Sarbacane et c'est un nouveau format en fait. C'est un livre vraiment très court, cartonné, et c'est un livre très, également très poétique en fait. Ici on va lire une lettre écrite par Pénélope à Ilyes. Et c'est une histoire d'amour non partagée. En fait, Ilyes, enfin Pénélope, elle fait partie d'un groupe de musique, je sais plus si c'est du rock ou autre chose, d'un groupe de musique, et ils vont chercher un nouveau membre pour remplacer un membre qui est parti. Et c'est là qu'Ilyes va intervenir. Ilyes, il va tomber directement sous le charme de Pénélope, sauf que Pénélope va rester complètement indifférente à Ilyes. Elle craque pour un autre garçon, et de toute façon même si elle n'avait aucun sentiment pour personne d'autre, elle ne serait jamais tombée amoureuse d'Ilyes en fait. Et du coup elle va écrire cette lettre à Ilyes pour raconter leur histoire d'amour non partagée. Et j'ai trouvé ça super original, c'est une manière de casser un petit peu les romances qu'on peut trouver dans les romans jeunesse.
Voilà, ça sort de l'ordinaire. C'est écrit avec beaucoup de musicalité, beaucoup de poésie. J'avais vraiment l'impression d'entendre la voix douce de Julia. Julia, je sais pas si vous la suivez sur Instagram, mais elle a une voix toute calme, toute douce, elle pose ses mots. Et j'avais l'impression que c'était elle qui me lisait cette longue lettre. Et voilà, c'est vraiment très bien écrit. C'est empreint d'innocence, mais en même temps, Pénélope est très intelligente. Elle arrive vraiment à placer des mots, à placer des idées, à placer ses propos en fait de manière très intelligente. On critique en même temps un peu, enfin voilà, elle critique elle-même le jugement qui peut être porté aux femmes parce que du coup voilà, Ilyes est amoureux de Pénélope et c'est Pénélope au final qui va parfois recevoir des remarques de ses amis parce qu'elle ne cède pas aux sentiments, enfin elle ne cède pas aux avances d'Ilyes et qu'elle le rend du coup malheureux. Et du coup elle va se prendre à des moments des remarques, des râleries de ses amis. Et du coup c'est un peu une critique des jugements qu'on peut porter aux femmes, de la facilité de traiter les femmes de viles séductrices. Voilà, ici Pénélope, on va sous-entendre qu'elle savait qu'il était amoureux et qu'elle n'a rien fait pour l'arrêter. Voilà, vraiment des petits du sexisme ordinaire en fait qu'on peut facilement trouver, voilà, des jugements qu'on porte aux femmes alors qu'elles n'ont rien demandé. Et voilà, c'était vraiment un livre que j'ai beaucoup apprécié parce que je n'ai jamais lu un livre pareil. Et c'était tendre, et c'était doux, et c'était vraiment une évasion complète. Ensuite, je vais vous parler de La Sentinelle du Petit Peuple. Donc c'est la nouvelle BD de Carbone. Donc comme je vous disais, elle l'a coécrit, je pense, avec Fornes, et je pense que les dessins sont de Barreau. Alors c'était un ouvrage qui avait tout pour me plaire parce que Carbone, c'est l'autrice de La Boîte à musique, du Secret de Lia et de bien d'autres BD que j'ai beaucoup aimé. Le bémol de cette BD là, c'est qu'elle souffre d'un manque d'originalité parce que on est un peu dans un univers onirique, dans un univers de fées, de magie, enchanteur, qui fait penser un peu à La Boîte à musique mais en moins bien. Malgré tout, malgré ce manque d'originalité, j'ai beaucoup apprécié cette bande dessinée, grâce notamment à la relation entre la grand-mère et sa petite fille. J'ai oublié les noms de personnes, je crois que c'est Elina et Adèle. Ah voilà, je m'en souviens finalement. Donc en fait, Elina ici, elle va se rendre avec sa maman dans la maison de sa grand-mère, Adélaïde, pour y faire du rangement. Parce que Adélaïde est hospitalisée, elle s'est, je pense, cassé la hanche ou le coccyx, enfin voilà, elle s'est blessée. Et les médecins ont peur aussi qu'elle ait perdu la tête parce qu'elle tient beaucoup de propos complètement décalés, complètement, enfin voilà, elle ne paraît pas très lucide. Et du coup la maman d'Elina ne veut pas qu'elle retourne habiter chez elle et elle aimerait bien la placer dans un home. Dans une maison de retraite, je sais pas comment vous dites en France. Sauf qu'Elina va vite se rendre compte qu'en fait les élucubrations de sa grand-mère n'en sont pas du tout. Et que il y a tout un monde, tout un univers de fées caché dans le jardin de celle-ci. Et qu'elle est en fait cette grand-mère veilleuse, je pense qu'on dit veilleuse, enfin en tout cas elle est gardienne de ce petit peuple. Je sais plus le terme qu'ils utilisent dans la BD. Donc voilà, ça manque d'originalité, mais alors la relation entre Elina et Adélaïde était juste super touchante, super prenante. Et voilà, c'est une relation entre une petite fille et sa grand-mère qu'on aimerait tous avoir et qui est... voilà, c'est super attendrissant, c'est super attachant. Et c'est une histoire d'héritage aussi, c'est une histoire... Voilà, de passer le flambeau. C'est très beau, c'est très touchant. Les dessins sont... alors en fait j'ai beaucoup aimé les décors, j'ai pas aimé par contre les traits des personnages et surtout les visages. J'aime pas du tout en fait, là vous voyez, je vous montre un peu de plus près, les traits du visage m'ont fait penser un peu à Mélusine en fait, mais je pense pas du tout que ce soit la même dessinatrice. Mais c'est pas des traits au niveau des personnages que j'ai vraiment apprécié, surtout le visage. Par contre, voilà, je vous le remontre ici. Yep, je devrais vous montrer une planche, ce serait plus facile. Mais... Par contre, les décors sont vraiment très beaux et j'ai beaucoup aimé la palette de couleurs qui est fort tirée dans les couleurs rosées mais bleues. En fait, c'est une palette de couleurs très différente en fonction des planches, en fonction d'où se trouve Elina. Mais c'est très pastel en fait et c'est très doux. Et voilà, c'est une histoire vraiment c'est une BD
très agréable à lire, qui est un peu précipité à la fin. J'avoue que l'intrigue, le dénouement de l'intrigue m'a un peu laissé perplexe. Mais voilà, j'ai passé un très bon moment en lecture en lisant cette BD et je lirai la suite avec plaisir. Et le dernier ouvrage, du coup, je ne l'ai pas sous la main, il s'agit du tome 2 de Wild West, donc c'est Wild Bill. Le tome 1 portait sur Calamity Jane, maintenant on va suivre Wild Bill. On est en Amérique après, je pense, la guerre de sécession, c'est pas très clair, mais il me semble que c'est juste après la guerre de sécession. En tout cas pas longtemps après, ça c'est sûr et certain, soit pendant, soit juste quelques années, juste après. On va être dans cette Amérique en guerre contre les Indiens. Vraiment, on va suivre ici tous les conflits entre les Indiens et les colons. Et on va suivre Wild Bill. C'est un espèce de cow-boy en fait qui va chercher à venger une mort atroce, donc en retrouvant les meurtriers. Et du coup on va suivre Wild Bill dans cette recherche des meurtriers. J'ai préféré ce tome 2 au tome 1 parce que le tome 1 était peut-être un peu trop sexuel pour moi, il y avait trop de scènes de sexe, etc. et qui apportait pas grand chose au roman, je trouvais. C'était voilà, on suivait Calamity Jane et on sentait que les auteurs voulaient montrer des filles à poil. Mais j'avais beaucoup aimé malgré tout et j'avais appris énormément de choses sur Calamity Jane. Ici du coup on va encore suivre Calamity Jane, mais on va surtout suivre Wild Bill qui va retrouver à un moment donc Martha qui va se retrouver impliquée d'une manière ou d'une autre avec les Indiens. J'ai beaucoup aimé, surtout d'un point de vue historique, parce que du coup ici par rapport au tome 1, je trouve qu'on a beaucoup plus de faits historiques et on est beaucoup plus imprégné de l'ambiance de cette époque. On sent vraiment à travers les dessins, à travers les descriptions, à travers les dialogues, enfin les descriptions il n'y en a pas, mais vraiment à travers les dialogues, cette ambiance américaine de l'époque, cette tension qu'il pouvait y avoir, cette peur qu'il y avait pour les Américains de tomber sur des Indiens à n'importe quel moment, mais également pour les Indiens, cette envie de défendre leur terre. Voilà, c'est une BD vraiment que j'ai beaucoup appréciée et si vous vous intéressez à l'Amérique de cette époque-là, si vous aimez les tuniques bleues par exemple, c'est pas du tout le même ton hein, que les tuniques bleues, il n'y a pas d'humour ici. Mais si vous aimez ce genre d'époque, ce genre de BD, je pense que vous pourrez apprécier Wild West. C'est tout pour ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas de nouveau à laisser un commentaire, à me dire si vous avez lu un de ces ouvrages, si un de ces ouvrages vous attend dans la palle ou si vous comptez en lire un bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!